Alors, vous avez commis une erreur, vous n'avez pas tenu une promesse, vous avez fait quelque chose que vous regrettez. Et que font la plupart des gens dans ces cas-là? Eh bien, ils vont chercher à se justifier, à noyer le poisson, hein, et souvent, c'est la faute des autres, de la situation. Ils vont parfois même jusqu'à accuser la personne qui subit les conséquences de leur acte. Mais en tout cas, ils sont peu nombreux à reconnaître leurs responsabilités et encore moins à présenter leurs excuses. Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal avec ça? Eh bien tout simplement parce qu'on a peur des conséquences, hein, ce qu'on peut comprendre, et parce qu'on veut coûte que coûte préserver une image positive de nous-mêmes pour éviter de perdre notre crédibilité. Et ça, c'est parfaitement légitime. Eh bien justement, par rapport à ces craintes légitimes, la recherche a démontré que dans la grande majorité des cas et dans la grande majorité des fautes, et d'ailleurs même dans des cas d'erreur terribles, le fait de reconnaître sa responsabilité et le fait de s'excuser, et de le faire sincèrement bien sûr, est de loin la meilleure approche. Alors pour preuve, tiens, prenons le cas de cliniques ou d'hôpitaux qui commettent des erreurs médicales ou chirurgicales et qui sont parfois fatales. Eh bien, on a constaté qu'il était très rare qu'un praticien qui a le courage d'aller s'excuser en personne auprès de son patient ou de sa famille soit traîné en justice. Alors pourquoi ça? Eh bien, quand on interroge les victimes, elles ont quasiment toujours le même discours. Et ce discours, c'est celui-là. C'était tout ce qu'on voulait entendre. On voulait seulement qu'il reconnaisse son erreur et qu'il en soit sincèrement désolé. Alors que quand on interroge les victimes de praticiens qui nient leurs erreurs, les victimes disent que c'est la pire chose qu'on peut leur faire. Non seulement elles subissent les conséquences de l'erreur, mais en plus, elles se sentent bafouées, outragées, insultées au plus profond d'elles-mêmes par un praticien qu'elles jugent maintenant, mais alors totalement méprisable. Et si elles n'ont pas les moyens de traîner le praticien en justice, ce qui est hélas souvent le cas, il est clair qu'avec les réseaux sociaux, les médias, eh bien, elles vont tout faire pour le démolir et faire en sorte que leur détresse soit enfin reconnue, sinon par lui, mais au moins par la communauté. Alors oui, cet exemple, il est extrême, bien sûr, mais il montre bien que plus la faute est grave et lourde de conséquences, plus il est essentiel de s'excuser si on veut éviter de transformer l'autre en ennemi juré et militant. Alors Dieu merci, la plupart de nos erreurs ne sont pas aussi graves, mais ne pas s'en excuser, c'est non seulement une preuve de faiblesse, parce que ça veut dire on n'a pas de courage, mais c'est aussi et c'est surtout un grossier manque de respect pour l'autre. Donc, reconnaître ses erreurs et s'en excuser, quel que soit leur degré de gravité, c'est une preuve de force parce que vous montrez à l'autre, vous montrez à l'autre que vous êtes quelqu'un de droit, d'honnête, de respectueux et que vous avez assez confiance en vous, assez de courage pour admettre vos erreurs sans pour autant que ça entame votre image ou votre crédibilité. En fait, bien au contraire. D'ailleurs, les leaders les plus admirés et les plus inspirants, eh bien, ce sont justement ceux qui savent être à la fois humbles et assurés et qui savent reconnaître leurs erreurs et s'en excuser. Oui, il n'y en a pas tant que ça, hélas. Alors bon, maintenant, comment fait-on des excuses de qualité? Voici la formule. 1. Annoncez ou admettez ce qui s'est passé. 2. Reconnaissez en quoi ce n'était pas bien, pas souhaitable, pas intelligent, inexcusable, inacceptable.
3. Exprimez sincèrement votre regret d'avoir agi ainsi. Et 4. Si c'est pertinent dans la situation, bien sûr, proposez quelque chose pour réparer vos torts. Alors, pour illustrer, je vais vous donner 2 exemples personnels. Le premier, c'est l'invitation à déjeuner oubliée, hein, un grand classique. Et c'est la fois où j'ai complètement oublié de me rendre à une invitation à déjeuner que j'avais acceptée seulement quelques jours avant. Alors oui, bien sûr, hein, j'avais plein d'excuses légitimes pour cet oubli, comme tout le monde, mais n'empêche que la personne m'attend au restaurant et ne me voyant pas arriver au bout d'une demi-heure, elle m'appelle pour me demander ce qui se passe. Allô, c'est Jack à l'appareil, je suis au restaurant. Et moi, je suis à la maison, à 45 minutes du restaurant. Ça va pas le faire. Jack, oh mon Dieu, j'ai complètement oublié que notre déjeuner était aujourd'hui. Je suis inexcusable. Ah, je suis sincèrement désolée, Jack. Je vous fais mes plus plates excuses et j'espère que vous voudrez bien les accepter. Alors bien sûr, Jack n'est pas fou de joie, mais au moins il sent que j'assume et que je suis sincèrement désolée. Et il me répond: ah bon, allez, c'est pas si grave, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Bon, ne vous en faites pas. Alors bien sûr, je le remercie du fond du cœur et je lui demande s'il veut bien considérer une autre date à la condition que ce soit moi qui l'invite. Autre exemple, l'email maladroit. Celui-là, il est plus... Bon, une autre fois, je travaillais avec une équipe de projet et je leur envoie un email avec mes recommandations sur le comportement à adopter dans la situation qu'ils rencontraient. Et en retour, je reçois de l'un d'entre eux, le plus âgé, le plus gradé de l'équipe, un email. Mais un email incendiaire. Il m'accuse de le prendre pour un imbécile à lui donner des recommandations qu'il applique déjà et que je suis particulièrement offensante dans ma façon de faire car je le mets dans le même sac que les autres. Et que pour quelqu'un qui se targue d'être une consultante en communication, c'est vraiment peu crédible. Oui, ben, je vous laisse imaginer ma réaction, hein. C'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Je risque de perdre un client. Or, personnellement, je pense qu'il a mal interprété mon propos, mais le résultat, c'est qu'il est vexé et furieux. Et là, je me rappelle que la communication, c'est ce que l'autre a compris. Je décide donc de relire soigneusement mon email en tentant de me mettre dans la peau de mon client. Et là, je suis obligée d'admettre qu'il n'a pas entièrement tort. Alors, je suis plantée là, devant mon ordinateur, et je cherche comment je pourrais bien m'excuser. Alors, vous savez, c'est difficile hein, de répondre à ce genre de choses par email parce qu'il manque l'accompagnement non verbal, le ton de voix, les expressions faciales hein, qui garantissent la sincérité du propos. Alors bon, comme il est très loin, j'opte pour les excuses téléphoniques, mais je ne peux pas l'appeler tout de suite parce qu'il y a 6 heures de décalage horaire et c'est le milieu de la nuit pour lui. En même temps, il est vraiment important qu'il ait quelque chose dès la première heure. Alors, qu'est-ce que je peux donc lui écrire qui lui montre que je reconnais mes torts, mais sans avoir l'air de m'écraser honteusement? Ah oui, il faut maintenir ma crédibilité en tant que consultante. Vous savez combien de temps j'ai passé à me triturer l'esprit pour trouver quoi répondre? 2 heures, oui, 2 heures. Mais finalement, Eureka, je trouve un mot, un seul, pour lui montrer que je reconnais et assume mon erreur. Et ce mot, c'est toucher, en majuscule avec un point d'exclamation. Alors je vous avoue que je suis assez fière de moi, même s'il m'a fallu 2 heures pour y arriver. Et puis après, je prépare ce que je vais lui dire pour quand je pourrai lui présenter mes excuses au téléphone. Je vais lui dire: je vous appelle pour vous présenter mes excuses, vous aviez raison,
j'ai relu mon email et je me suis rendu compte qu'il était effectivement maladroit. Et je suis vraiment désolée de vous avoir offensé. Alors, lorsque j'ai pu l'avoir au téléphone, eh bien, il m'a interrompu tout de suite en me disant « Ah, c'est rien, c'est moi qui étais un peu fort, n'en parlons plus. » Au fait, j'ai beaucoup aimé votre réponse par email. Moi, ouf, la relation était maintenue et ma crédibilité aussi. Alors, cela dit, n'en faites pas trop. Alors, il y a deux façons d'en faire trop. Trop s'excuser et trop faire d'erreurs. Alors, trop s'excuser, vous savez, c'est quand une personne s'excuse pour tout et n'importe quoi, à la moindre réflexion, quand c'est même pas de sa faute. Et en général, elle le fait avec un air de victime, hein. Alors, ça devient vite insupportable pour les autres et c'est vraiment très irritant. Trop faire d'erreurs, eh bien, c'est lorsqu'on dépasse les limites de ce qui est raisonnablement acceptable et qui ne passera pas, même si on est un as de l'excuse. Parce qu'une erreur, ben, ça doit rester une exception, bien sûr. Sinon, eh bien, ça devient de l'incompétence ou une habitude dysfonctionnelle. Mais dans tous les autres cas, reconnaître ses erreurs et s'en excuser, eh bien, c'est de loin la manière la plus puissante pour augmenter la confiance qu'on vous porte. Oui, vous êtes quelqu'un d'honnête et de sincère. Maintenir ou renforcer la relation. Oui, vous montrez à l'autre que vous vous souciez de lui et que vous le respectez. Et maintenir ou accroître votre crédibilité. Oui, vous montrez que vous êtes quelqu'un de sérieux et de courageux. C'est pas si mal comme résultat pour avoir commis une erreur, n'est-ce pas? Merci. Au revoir.